Bonjour à tous et bienvenue dans votre morning estival. On est le 10 août 2015 en direct de Yafo et ravi de vous retrouver bien au frais depuis nos studios. Allez, au sommaire de cette édition, c'est le 3e attentat en une semaine. Hier, un jeune Israélien a été poignardé par un Palestinien à une station d'essence sur la route entre Tel Aviv et Jérusalem. L'auteur de l'attaque a immédiatement été abattu par des forces militaires israéliennes sur place. Plusieurs suspects ont été arrêtés et placés en détention préventive dans le cadre de l'enquête sur la mort du bébé palestinien et de son père dans un incendie criminel dans le village de Douma, en Cisjordanie. La polémique ne désenfle pas autour de Tel Aviv. Sur scène, le projet qui met la ville à l'honneur à Paris-Plage. Plusieurs personnalités appellent à l'annulation de l'événement. La maire de Paris et son équipe refusent. Et puis Brad Pitt et Angelina Jolie à nouveau réunis au cinéma dans un drame conjugal. 10 ans après Mr. & Mrs. Smith, le couple sulfureux revient dans Vue sur mer, dernier long métrage réalisé par l'actrice et qui sortira à la fin de l'année en France. On en reparle en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. On commence avec ce nouvel attentat, donc le 3e en une semaine. Hier soir, un Israélien de 26 ans a été poignardé par un Palestinien sur une route israélienne très fréquentée entre Tel Aviv et Jérusalem. L'homme a été légèrement blessé et transporté à l'hôpital. L'auteur de l'attaque a lui été abattu par l'armée israélienne. Myriam Haman. L'attaque a eu lieu dans une station essence sur la route 443 qui relie Jérusalem à Tel Aviv en passant par la Cisjordanie. Un Israélien de 26 ans a été poignardé par un Palestinien alors qu'il faisait le plein. Légèrement blessé, il a été transporté à l'hôpital. Le Palestinien a lui immédiatement été abattu par des soldats qui se trouvaient sur place. L'armée israélienne qui soupçonne l'implication de 3 autres assaillants dans cette attaque. D'importantes forces de sécurité ont ratissé les environs à la recherche d'éventuels complices. L'attaque a eu lieu alors que les tensions se sont accrues en Cisjordanie après l'incendie de 2 maisons palestiniennes dans lequel un bébé de 18 mois a été brûlé vif, un acte attribué à des extrémistes juifs. La tension est encore montée d'un cran après le décès samedi du père du bébé. La mère est toujours hospitalisée, luttant pour sa vie, tandis que son frère de 4 ans entame, lui, une lente convalescence. Depuis, les autorités israéliennes craignent un regain de tension dans les territoires. Jeudi, une voiture bélier a percuté de plein fouet 3 soldats israéliens près de Shiloh en Cisjordanie. Des soldats qui se trouvaient sur la route 60, justement dans le cadre du renforcement du dispositif de sécurité. Et on revient à présent sur cette vague d'arrestations dans les territoires. Les autorités israéliennes continuent de s'activer pour mettre la main sur des extrémistes juifs responsables de l'attaque de Douma qui a coûté la vie à un bébé palestinien et à son père. Sur place, le reportage de Mal Benoyel. Un simple chemin de terre dans les montagnes de Cisjordanie. À son extrémité, une caravane et 2 tentes. Aïe, shalom aleichem. Bienvenue dans l'implantation de Givat Abaladim, ou plutôt un avant-poste de Judée et Samarie. C'est ici, dans la nuit de samedi à dimanche, que les services de renseignement, accompagnés par la police, ont procédé à l'arrestation de 7 membres supposés du mouvement Les Jeunes des Collines. Un groupuscule soupçonné d'être responsable d'actions violentes perpétrées contre des Palestiniens et même suspecté d'être à l'origine de l'attentat commis dans le village palestinien de Douma. C'est quelque chose de spontané, un mouvement qui existe dans beaucoup de secteurs et qui peut apporter de grands changements. Mais ce que je te dis, c'est en mon nom, pas en celui des Jeunes des Collines. Et les habitants de cette implantation, les voici, des jeunes, filmés ici à leur insu car ils refusent la présence des caméras, des mineurs pour la plupart encadrés par un adulte. Ce dernier, filmé ici en pleine conversation téléphonique, a donné l'instruction au groupe de ne pas répondre à nos questions dès notre arrivée sur place. Après quelques minutes d'observation, un des jeunes qui a passé la nuit en garde à vue vient à notre rencontre. Nous filmons toujours à son insu une partie de la conversation dans laquelle il se confie sur l'attentat de Douma. Pour moi, ça n'est pas l'assassinat d'un innocent. Il y a une différence entre un meurtre à l'issue d'une bagarre de rue et ça. Ça fait partie de notre combat contre les non-juifs. Un combat, selon ce juif extrémiste, mené selon des préceptes clairs.
Nous devons mener cette guerre de façon cruelle, selon les préceptes de la Torah. Ne faire aucun compromis et rentrer dedans jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire non plus violer ou torturer, comme les Arabes aiment le faire. À aucun moment, ce jeune ne confirme ni n'infirme la participation du mouvement dont il fait partie dans l'attentat du village palestinien. Quand tu es dans une situation comme ça, sans issue, où les Arabes nous tuent et que ton gouvernement ne fait rien, moi je comprends que... Je ne dis pas que j'aurais fait la même chose, mais si celui qui a fait ça est juif, il l'a fait car ça fait partie de notre combat contre les Arabes qui souhaitent nous exterminer. Il y a un mois, c'est à cette intersection qu'un juif des environs trouvait la mort dans une attaque à la Kalachnikov. Un attentat qui serait sans doute à l'origine de celui commis juste à côté d'ici contre le village palestinien de Douma, dans lequel un père et son enfant allaient trouver la mort. C'est en tout cas ce que nous a confié ce jeune des collines, tout juste libéré de sa garde à vue, mais toujours en ligne de mire des services de renseignement israéliens qui suspectent certains membres du mouvement extrémiste nationaliste être à l'origine des attentats de Douma. On va voir dans un instant comment la presse israélienne relate ces événements. Mais avant, Cyril, les journaux israéliens reviennent ce matin sur l'attaque hier soir. Eh oui, terroristes palestiniens et terroristes juifs se disputent ce matin à la une des journaux. Terrorisme palestinien, d'abord en une du quotidien conservateur Israël Hayom avec ces deux photos choc, vous allez le voir. L'arme du crime d'abord à droite qui a blessé un Israélien de 26 ans hier dans une station-service sur la route 443 qui relie Jérusalem à Tel Aviv. Et puis à gauche, cette image choc de l'assaillant palestinien qui s'apprête, vous voyez, à porter un coup de couteau avant d'être tué par des militaires israéliens. C'est la troisième attaque palestinienne, nous dit le Israël Hayom, en moins d'une semaine. Mais dans le même souffle, Éléonore, eh bien, le Israël Hayom, proche du pouvoir, annonce que la lutte contre le terrorisme juif, cette fois-ci, va s'intensifier, s'est intensifiée avec ces deux nouvelles mises en détention, détention administrative de Meir Ettinger, le petit-fils du rabbin Kahana, et Eviatar Slonim, envoyé pour 6 mois, donc derrière les barreaux, sans aucune forme de procès. Et puis, ce vaste coup de filet de la policière dans des implantations juives de Cisjordanie, depuis l'incendie meurtrier de Douma, eh bien, c'est la première arrestation de suspects directement liés à l'incendie meurtrier donc de Douma, même si très peu d'informations transpirent ce matin dans les journaux sur l'identité des individus arrêtés. Ah, mais la presse, dans son ensemble, se félicite de la fermeté justement des autorités israéliennes. Oui, rigueur et détermination, saluées à l'unisson ce matin par les éditorialistes. Terrorisme arabe et terrorisme juif doivent être traités de la même manière, écrit ce matin la grande plume du Israël Hayom d'Anne Margalit. Le ministre de l'Éducation et chef de file du parti Foyer Juif, que l'on sait très proche du mouvement des implantations juives de Cisjordanie, Naftali Bennett, n'a pas exclu, lui, interviewé par la radio, la peine de mort carrément pour les terroristes juifs. Mais pour Lior Ackerman, beaucoup plus pessimiste, lui, c'est un ancien officier du Shin Bet, les services de sécurité intérieure. Il est interrogé ce matin par le site d'information Ynet et lui, eh bien, il estime que la détention administrative, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour endiguer le terrorisme juif. Non, il faut aller plus loin, nous dit Ackerman, et disposer de tous les outils légaux. Comment le faire? Eh bien, il faut pour cela que la définition du terrorisme soit élargie, soit plus précise et qu'elle comprenne dorénavant toutes les violences anti-palestiniennes. Même son de cloche pour Yossi Melman dans les colonnes du Maariv, le journal de centre-droite. Pour ce spécialiste du renseignement, c'est trop peu et trop tard. Trop peu car la loi israélienne distingue encore entre terrorisme palestinien et terrorisme juif, et trop tard car cette vague d'arrestations dans les rangs des extrémistes juifs aurait dû avoir lieu, non pas cette semaine, mais il y a 30 ans, lorsqu'a émergé la première cellule terroriste juive en Cisjordanie, qui s'en prenait alors à des maires palestiniens dans les grandes villes palestiniennes. Merci Cyril Amardror. Est-ce qu'on peut dire que cette vague d'arrestations et de détentions administratives constitue un tournant dans la gestion de la menace extrémiste par les forces de sécurité israéliennes? On l'a vu avec Cyril, certains spécialistes considèrent que ça ne suffit pas, mais pourtant on avait effectivement l'impression que les services de sécurité sont passés à la vitesse supérieure en quelque sorte dans leur gestion du problème, parce que lorsque 3 activistes d'extrême droite sont envoyés en prison pour 6 mois sans aucune forme de procès, la détention administrative, c'est bien de ça dont il s'agit,
c'est véritablement une longue période. Meir Ettinger, le petit-fils de Rabin Meir Kahana, donc, a été envoyé en détention administrative pour une très longue période, encore une fois. Il est à la tête d'un mouvement qui s'appelle Hamered. Hamered, en hébreu, ça signifie la révolte. La révolte contre qui ou contre quoi? Contre l'État d'Israël lui-même. Parce que ce n'est pas seulement des villageois palestiniens que ces terroristes israéliens ou terroristes juifs visent, c'est l'État d'Israël lui-même, et c'est écrit en toutes lettres dans leur manifeste. Il s'agit de provoquer une réaction en chaîne qui inciterait, à travers des attentats anti-palestiniens, les Palestiniens à lancer une vague de violence sans précédent contre les Israéliens et, au bout du compte, à déstabiliser l'État d'Israël et à le remplacer par un État théocratique. Alors ça paraît irréaliste, bien évidemment, comme objectif, mais la menace est prise au sérieux par les services de sécurité, on le voit. Alors, en général, cette détention administrative est utilisée plutôt pour des Palestiniens suspectés de menaces terroristes. Jusqu'où établir le parallèle justement avec ces 3 extrémistes juifs? Alors il faut préciser que ces détentions administratives ont été validées par le ministre de la Défense lui-même, Moshe Ya'alon. Il y a un parallèle effectivement à faire avec les terroristes palestiniens. Simplement, dans ce cas-là, il ne s'agit pas d'arrestation de terroristes ou de personnes suspectées d'activités terroristes qui sont sur le point de lancer des activités terroristes. On ne sait pas tout, mais il semblerait que ce ne soit pas le cas. Par contre, ce qui est là où le parallèle peut effectivement s'établir, c'est qu'il s'agit pour les services de sécurité, eh bien, d'exercer une pression constante en fait sur les extrémistes, de les couper également de leur base, de manière à ce que cette organisation ou ces groupuscules radicaux soient complètement désorganisés, déstabilisés et n'aient plus à qui référer, puisque les chefs de file sont sous les barreaux. Donc de ce point de vue-là, on retrouve des méthodes qui ont été effectivement employées contre les organisations terroristes palestiniennes. Alors rapidement, ces détentions administratives ne sont pas directement liées à l'attentat qui a eu lieu dans le village de Douma. Alors pour l'instant, on ne sait pas, parce que bien évidemment, de grandes parties de l'enquête, de grands éléments de l'enquête sont soumis sous silence. Il faut que l'enquête se déroule dans les meilleures conditions possibles. On ne sait pas tout. Il semblerait que parmi les personnes interpellées, certains aient un lien plus ou moins direct avec l'attentat de Douma. Mais on ne sait pas, et en tout cas, il ne semblerait pas que ce soit le cas des principaux protagonistes de cette affaire, à savoir Meir Ettinger et Eviatar Salonim. Merci beaucoup, Dror Even Sapir. On en vient tout de suite à cette polémique qui ne désenfle pas autour de l'initiative Tel Aviv sur Seine, dans le cadre de ses partenariats culturels avec les grandes villes du monde. Paris-Plage met cette année Tel Aviv à l'honneur l'espace d'une journée. L'événement qui devrait se tenir le 13 août prochain crée la polémique sur les réseaux sociaux, au moment même où la conseillère de Paris, Danielle Simonet, a dénoncé l'indécence de l'opération. On fait le point avec Myriam Amal. À mesure que le 13 août approche, la polémique augmente, et notamment sur les réseaux sociaux. Tel Aviv sur Seine, dans le cadre de Paris-Plage, ne fait pas l'unanimité. Des tutos reprochent à la capitale parisienne de se mettre aux couleurs d'Israël alors qu'un bébé palestinien était récemment brûlé vif dans l'incendie de sa maison attribué à des extrémistes juifs. D'autres estiment que la France ne devrait pas mettre à l'honneur Israël, coupable selon eux d'autres meurtres d'enfants à Gaza. D'autres personnalités et internautes ont pris la défense de Tel Aviv sur Seine. Le journaliste Claude Askolovitch estime que Tel Aviv est ouverte, vibrante et gaie. Aurore Berger, élue Les Républicains dans les Yvelines, dénonce, elle, la coalition anti-Tel Aviv sur Seine, de Soral au Parti des Indigènes, en passant par BDS, ce que la France a de meilleur, écrit-elle sur Twitter. Les internautes ne sont pas les seuls à réagir à la présence de Tel Aviv à Paris-Plage. Une élue du parti de gauche, Danielle Simonet, a dénoncé samedi l'indécence d'organiser une journée Tel Aviv sur Seine et a demandé au maire de Paris de revoir la programmation. Du côté de la mairie, on affirme avoir pris la mesure de cette indignation des réseaux sociaux et des risques qui pourraient peser sur l'événement. Au programme sur les quais de Seine ce 13 août, des spécialités locales comme les pita falafel, des animations ludiques et gratuites ainsi qu'une soirée DJ. D'importantes forces de sécurité seront déployées pour assurer l'événement. Betsabé, on passe en revue avec vous les réactions sur les réseaux sociaux qui s'enflamment comme d'habitude. Notamment, alors on a vu déjà donc dans le reportage samedi, la conseillère Danielle Simonet, parti de gauche, dénonce l'indécence d'une telle journée. La manifestation qui se tient, je cite, alors que le gouvernement israélien
intensifie sa politique de colonisation. La conseillère qui déplore en outre qu'aucun débat sur la situation du peuple palestinien ne soit prévu. Danielle Simonet suggère donc un peu de politique sur la plage entre deux animations. Alors intéressant sans doute, mais pas vraiment, le concept de la manifestation pseudo-balnéaire. Et puis dans le même temps, sur Internet, donc vous avez raison, florilège de tous les classiques des critiques de la politique israélienne. On a droit, regardez, au mur, par exemple. Tu veux voir la mer, entendre le bruit des vagues, jouer sur la plage, admire mon joli mur. On a droit à l'apartheid. Une démocratie ne doit pas collaborer avec l'apartheid colonial. Ou alors vous avez aussi le char sur Twitter. Venez faire un tour d'auto-tamponneuse à Tel Aviv sur scène. Voilà, chacun y va de sa petite blague. Sacrément provocateur aussi, avec Anne Hidalgo qui retrouverait des ossements d'enfants palestiniens dans les dunes de Paris-Plage. Ça va très loin. Des allusions qui se provoquent les unes les autres. Et puis cette polémique, dans la polémique aussi sur Twitter, après que plusieurs médias ont relevé l'antisémitisme des tweets. Un autre débat, ces tweets anti-israéliens sont-ils antisémites? Alors ceux dont se défendent bien sûr les auteurs les plus concernés. Regardez par exemple, donc critiquer Tel Aviv sur scène égale antisémitisme pour le Parisien qui a cité mon tweet sur le sujet. Alors le monsieur en question avait écrit: une famille palestinienne brûlée vive et la mairie de Paris qui rend hommage au sionisme en organisant Tel Aviv sur scène. Les médias avaient relevé l'antisémitisme de ce tweet. Et puis cet autre tweetos qui affirme: à force de voir de l'antisémitisme partout, dès qu'on critique Israël, on banalise le vrai antisémitisme. Là encore, ces tweets, eh bien, ne sont pas antisémites, tandis que d'autres insistent. Regardez, les commentaires sur Tel Aviv sur scène sont révélateurs du nouveau visage de l'antisémitisme dans notre pays. Donc, pour lui, effectivement, ces tweets révèlent un antisémitisme. Ouais, alors beaucoup de réactions de la part des internautes. Est-ce qu'on a entendu les réactions de la mairie de Paris? Alors la ville n'envisagerait pas d'annuler l'événement. En tout cas, une voix qui s'est particulièrement faite entendre, c'est celle de Bruno Julliard. C'est le premier adjoint à la mairie de Paris qui défend une initiative, je cite, festive et insiste: il ne faut pas confondre Tel Aviv et Israël, c'est là où c'est intéressant. La ville de Tel Aviv, dont les habitants et les élus sont des acteurs progressistes du conflit israélo-palestinien, tandis que de l'autre côté, vous avez, je cite, la politique brutale du gouvernement israélien. Voilà qui est Merci beaucoup, Betsabe Salem. On va parler d'une autre polémique qui a justement éclaté en France suite au tweet de la garde des Sceaux, Christiane Taubira, sur la mort de Saïd Dabouaché. C'est dans cet attentat de Douma, redit florilège de commentaires, là aussi, sur les réseaux sociaux. Oui, alors ce tweet, on va le voir, hein, il a été publié samedi par Christiane Taubira et signé donc par la garde des Sceaux. Elle réagit, vous l'avez dit, à la mort du père du bébé palestinien tué à Douma et s'interroge: faut-il des mots nouveaux pour ces meurtres anciens et haineux? Alors on le sait, hein, Christiane Taubira n'a pas du tout le pouce dans sa poche quand il s'agit de réagir à l'actualité. Elle avait notamment créé la polémique il y a quelques mois, c'était au mois de novembre, en réagissant à la non-condamnation dans l'affaire Ferguson dont on vient de parler. Elle avait été recadrée par ses petits camarades du gouvernement à l'époque. Alors évidemment, sous le tweet, il y a évidemment un flot de réactions et la bataille des commentaires fait rage sur Internet. Alors il y a ceux qui saluent cette sortie de la ministre et il y a ceux qui la critiquent, et ce pour trois raisons. Alors la première raison, c'est qu'on l'accuse d'ingérence dans les affaires internationales. En clair, on l'accuse de ne pas respecter le devoir de réserve que sa fonction impose. Alors vous voyez, dans ce type de tweet, les internautes lui demandent de mettre son attention et son énergie sur les affaires franco-françaises, quelques jours justement après la polémique sur l'allègement des sanctions sur la conduite sans permis. Et puis c'est un tweet qui intervient dans un contexte sensible en France dès qu'on se tourne vers le conflit israélo-palestinien. Oui, et c'est en effet la deuxième critique des internautes, étant donné l'extrême sensibilité du sujet en ce moment. Et bien évidemment, on l'accuse de mettre de l'huile sur le feu, d'autant plus que Betsabe vient d'en parler. Au même moment, Anne Hidalgo doit faire face à un flot de critiques pour avoir organisé la journée de Tel Aviv à Paris-Plage. Donc tout cela nous amène à une troisième critique, la plus vive, il faut le dire, celle du clientélisme et de l'indignation sélective. Certains internautes s'étonnent de son silence sur d'autres faits violents dans ce conflit, c'est-à-dire du côté israélien aussi, mais aussi en France. On lui reproche par exemple son silence médiatique sur la décapitation d'Hervé Courdel ou la mort d'Aurélie Châtelain. Donc pour l'instant, la polémique est vraiment
intra-Internet. Aucun responsable politique n'a réagi, soit parce qu'on est en vacances, soit parce que ça serait très risqué de le faire. Merci beaucoup, Rudy Saada. On parle de ce nouvel épisode à présent dans la dégradation des relations entre Israël et les États-Unis. Le duel à distance entre Benjamin Netanyahou et Barack Obama continue de se jouer, toujours à distance. Dans une interview accordée ce week-end à CNN, le président américain affirme que l'ingérence du Premier ministre israélien dans les affaires américaines est sans précédent parmi les chefs d'État étrangers. Plus de détails avec Joseph Emmanuel. Rien ne va plus entre Barack Obama et Benjamin Netanyahou. C'est ce qui ressort d'une interview accordée par le président américain à la chaîne américaine CNN. À plusieurs reprises, le locataire de la Maison-Blanche rappelle le lien profond qui unit les États-Unis à Israël, puis il répond à une question sur l'ingérence israélienne. Se souvient-il d'un cas similaire dans l'histoire des États-Unis? Je ne me rappelle pas d'un exemple comme ça. Le président Obama se voit alors rétorquer qu'une majorité d'Américains, comme la majorité de son Congrès, est contre l'accord. Alors pourquoi l'avoir signé? Parce que les gens n'ont pas toutes les informations. C'est une affaire très compliquée. Nous négocions avec un régime qui chante mort à l'Amérique et qui n'approuve pas la politique des États-Unis. Une majorité qui n'approuve pas, comme le Premier ministre israélien. Depuis plusieurs mois, Benjamin Netanyahou livre toutes ses forces pour que les grandes puissances, avec en tête les États-Unis, ne signent pas l'accord avec l'Iran sur le nucléaire. Mais cet accord a été signé à Vienne le 14 juillet dernier. Le Premier ministre réagissait dans les minutes qui suivaient. Quelle erreur historique! Israël n'est pas lié par cet accord et Israël n'y est pas lié parce que l'Iran continue de chercher à nous détruire. Nous nous défendrons toujours. Et Netanyahou défend désormais son point de vue auprès des membres du Congrès américain. Ils devront voter en septembre sur la ratification ou non de l'accord. Mercredi dernier, devant les étudiants de la prestigieuse American University, Barack Obama avait affirmé qu'Israël est le seul pays à s'être publiquement opposé à l'accord conclu avec l'Iran. Aujourd'hui, les pays sunnites du Moyen-Orient, Arabie saoudite en tête, mais encore la majorité des républicains et même certains démocrates comme le sénateur Chuck Schumer se prononcent contre l'accord. Mais la réponse de Barack Obama aux détracteurs de l'accord ne change pas. Il le qualifie de meilleur accord sur le nucléaire jamais signé et a même été chercher le soutien de grands noms de la science. 29 scientifiques américains, dont certains nobelisés, apportent leur soutien à leur président, un soutien d'importance, mais un soutien scientifique quand l'État hébreu tente de décrocher des soutiens politiques. Et on va tout de suite retrouver notre correspondant aux États-Unis, David Benaïm. David, bonjour. Est-ce qu'on peut dire qu'on est arrivé à un point de non-retour dans les relations israélo-américaines? La Maison-Blanche s'efforce de dire le contraire et de rappeler à chaque conférence de presse à quel point les relations entre Israël et les États-Unis sont indéfectibles. Mais cela ne veut pas dire que les relations entre les deux hommes le sont. Depuis que John Kerry a obtenu un accord à Vienne sur le nucléaire iranien, Netanyahou et Obama ne cessent de faire une joute des mots par écran interposé. Aussitôt l'accord annoncé, le Premier ministre réitérait qu'il s'agissait d'une erreur historique sans précédent. Le jour même, dans son discours dans les jardins de la Maison-Blanche, Obama tentait de rassurer tout en dénonçant l'attitude du Premier ministre israélien qui, en 2 ans de confrontation sur le sujet, n'a apporté aucune proposition alternative autre que la force. La semaine dernière, lors de la première rencontre entre le président américain et la communauté juive à Washington, Netanyahou s'est invité via vidéoconférence pour continuer d'accuser l'accord comme étant un danger vital pour Israël. Cette intervention a particulièrement irrité la Maison-Blanche et dans son discours le lendemain devant l'American University, Obama a pris le temps de s'en prendre à tous ses détracteurs, notamment Israël, qui est selon lui le seul gouvernement allié à s'opposer au deal. Est-ce que ce n'est pas avant tout une histoire personnelle finalement entre les deux hommes, Barack Obama et Benjamin Netanyahou? Non, je ne pense pas que ce soit une histoire personnelle, c'est vraiment une histoire de conflit par rapport à ce deal particulier. Et puis il ne faut pas oublier que Israël et les États-Unis ont toujours une relation qui ne changera pas et qui sera toujours vraiment très très forte à ce niveau-là. Alors un mot sur l'aval qu'a obtenu Barack Obama de ces 29 scientifiques américains, dont des lauréats du prix Nobel, qui ont dû apporter leur soutien au président américain sur l'accord sur le nucléaire iranien. C'est donc une victoire dans la campagne menée par Barack Obama pour convaincre du bien fondé de cet accord.
C'est certainement un atout. 29 scientifiques très informés sur la cause nucléaire, ayant pour beaucoup accès aux dossiers secrets liés à la sécurité nationale. 5 prix Nobel, cela apporte clairement une valeur ajoutée aux arguments d'Obama pour supporter le deal avec l'Iran. Mais la victoire est loin d'être acquise. Les républicains se radicalisent. Et même dans son camp, le sénateur démocrate de New York, Chuck Schumer, a annoncé qu'il s'opposerait au deal lors du vote devant le Congrès dans 5 semaines. Mais Obama est un optimiste, il a conduit toute sa présidence avec cette mentalité et il s'inscrit dans ce sens dans la lignée de Kennedy et de Reagan qui, contre toute attente à l'époque, avaient réussi leur pari sur la non-prolifération nucléaire de leurs ennemis. Merci beaucoup David Benaïm. Toujours aux États-Unis, sachez que peu avant les commémorations de Ferguson, un policier a battu un étudiant noir de 19 ans non armé, Christian Taylor, qui avait foncé avec sa voiture dans la vitrine d'un concessionnaire automobile à Arlington, au Texas. Des coups de feu ont éclaté hier à Ferguson, justement, alors que la ville se recueillait hier, tout juste un an après la mort de Michael Brown, cet adolescent noir tué par un policier blanc. Un rappel des faits tout de suite avec Julia Ganancia. 4 minutes et 30 secondes de silence, symbole des 4h30 pendant lesquelles le corps de Michael Brown est resté dans la rue avant d'être transporté à la morgue. Il y a un an, ce jeune noir est abattu par un policier blanc en pleine journée. Sa mort enflamme la petite ville de Ferguson qui devient le théâtre d'émeutes et voit s'affronter manifestants et policiers. Aujourd'hui, le père de la victime est en tête de cortège. Il déploie tous ses efforts pour garder vivante la mémoire de son fils. C'est mon boulot, je dois continuer à aller de l'avant, c'est mon devoir. Faire en sorte que mon fils reste vivant, faire des choses positives, aider les familles, les jeunes, quoi que je puisse faire, pour nous donner un sentiment d'indépendance. C'est ma mission. À Ferguson, difficile d'ignorer les traces de l'année écoulée depuis la mort de Michael Brown. Certains commerces incendiés sont encore en ruine, des fresques murales ont envahi les rues de la ville. Si aujourd'hui le voisinage a retrouvé son calme, la défiance envers les autorités demeure, même si le nouveau chef de la police est noir. Rien ne va se faire instantanément, mais on a remplacé certains dirigeants, le chef de police, l'administrateur de la ville, et avec un peu de chance, ces gens auront de nouvelles idées et de nouvelles façons de les appliquer, et ça fera une différence. En attendant, les tensions raciales restent vives. En 2015, 24 Noirs non armés ont été tués par la police, un tous les 9 jours. Et les hommes noirs désarmés sont 7 fois plus susceptibles d'être tués par la police que les hommes blancs. Dernier exemple en date, vendredi 7 août, un adolescent noir de 19 ans, Christian Taylor, a été tué par un policier près de Dallas alors qu'il était non armé. Le débat sur l'égalité raciale est donc loin d'être terminé. Voilà, à suivre, le débat persiste autour de la loi autorisant l'alimentation forcée des détenus en Israël. L'ONU y est opposée. Alors que faire quand ces détenus mettent leur vie en danger? Les mots de réponse dans un instant, juste après un journal présenté par Elsa Nimi. Sur le plateau du Morning, merci d'être toujours avec nous. On va parler tout de suite de cette polémique en Israël sur une loi autorisant l'alimentation forcée des détenus. Eh bien, l'ONU a fait savoir qu'elle était opposée à cette loi adoptée par le Parlement israélien en juillet pour faire face aux grèves de la faim des détenus palestiniens. Cette déclaration de l'ONU intervient alors que les autorités israéliennes vont commencer à alimenter de force pour la première fois un prisonnier palestinien gréviste de la faim. Il s'agit d'un militant du djihad islamique hospitalisé en danger de mort imminente après 50 jours de grève de la faim. Les détails avec Joseph Emmanuel. Si leur vie est en danger, ils mangeront de force. Le Parlement israélien vient d'adopter une loi pour autoriser l'alimentation de force des prisonniers en grève de la faim. La loi est censée répondre à une certaine façon de faire pression sur les autorités israéliennes. En juin 2014, un très vaste mouvement palestinien de grève de la faim avait vu des dizaines de prisonniers hospitalisés. Si le texte de loi ne mentionne pas explicitement les Palestiniens, le ministre de la Sécurité intérieure établit un lien entre les terroristes emprisonnés et leurs menaces sur Israël. La loi a été adoptée par 46 voix contre 40, sur un total de 120 députés. Un équilibre correct, selon certains parlementaires, entre l'intérêt de l'État à préserver la vie d'un prisonnier et les droits du détenu.
La loi sera appliquée uniquement si un docteur estime que la poursuite de la grève de la faim crée un risque immédiat pour la vie du prisonnier ou des dégâts permanents à sa santé. Réaction immédiate de la liste arabe unie. Elle dénonce une loi pour torturer les prisonniers palestiniens. Interrogé sur le lien entre l'obligation de se nourrir et la torture, le parti arabe uni répond que cette loi nie le droit légitime à résister et qu'elle reflète une vision distordue qu'a le Premier ministre du droit fondamental. Enfin, selon l'Association pour les droits civiques en Israël, la majorité des prisonniers en grève de la faim sont des Palestiniens maintenus en détention administrative, une disposition controversée héritée de la période mandataire britannique. Mais les autorités israéliennes rétorquent que la mort de prisonniers palestiniens, des suites d'une grève de la faim, risquerait de déclencher de fortes protestations. Un argument balayé par l'Association médicale d'Israël. Dans une vision plus médicale que politique, elle considère que l'alimentation forcée est une forme de torture et reste médicalement risquée. Un avis partagé par l'ONU, l'instance internationale a fait savoir qu'elle s'opposait totalement à la loi. Alors Cyril, cette grève de la faim des prisonniers palestiniens, c'est un véritable casse-tête pour le gouvernement israélien. Et oui, et je vous invite à vous rappeler d'un certain 12 juillet. La scène se déroule donc le 12 juillet dernier. You est d'honneur dans son village d'Araba en Cisjordanie. Khader Adnan est accueilli en véritable héros dans son village. Et pour cause, ce prisonnier du djihad islamique vient d'être libéré après une grève de la faim. Tenez-vous bien, Léonore, de 56 jours sans boire ni manger. On l'écoute. Je suis un soldat parmi vous. Après toutes ces grèves, nous continuons sur les pas de ceux qui nous ont précédés. Aujourd'hui, emparez-vous de l'étendard et finissez-en avec la détention. Ouais, donc en fait, ne pas manger, ne pas boire, c'est devenu quasiment la nouvelle arme fatale des prisonniers palestiniens. Une arme contre laquelle Israël pensait avoir trouvé la parade, puisque fin juillet, le Parlement israélien, la Knesset, approuve par une courte majorité une nouvelle loi qui va permettre donc l'alimentation forcée des prisonniers palestiniens. Alors avec des réactions politiques très mitigées, je vous en ai sélectionné deux, celle du député arabe de la liste arabe unie, Jamal Zakhlake, et celle du ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Erdan, du Likoud, le parti au pouvoir. Les médecins de premier plan sont unanimes, tout comme l'est le monde médical en Israël et dans le monde entier. L'alimentation forcée est dangereuse. Et en plus d'être dangereuse, elle est une forme de torture et les médecins ne veulent pas prendre part à des faits de torture. Il ne s'agit pas de torture, bien au contraire, il s'agit de sauver la vie d'un détenu gréviste de la faim et de lui offrir un traitement médical. Alors pour ou contre l'alimentation forcée, toujours est-il que le texte n'a semble-t-il pas dissuadé les 120 prisonniers palestiniens de la prison de Nafra en Israël qui ont entamé la semaine dernière donc une nouvelle grève de la faim, enfin une première pour eux, une grève de la faim pour protester contre leurs conditions de détention. Et dimanche, la Croix-Rouge a même annoncé qu'un prisonnier palestinien du nom de Mohamed Alan, membre du djihad islamique, qui est incarcéré depuis novembre 2014, eh bien, était en danger de mort, ni plus ni moins, après 52 jours de grève de la faim. Alors, l'ordre des médecins israéliens a appelé lui à ne pas se conformer à cette loi. Et oui, c'est un appel qui a été entendu puisque les médecins de l'hôpital de Barzilai, vers lequel Mohamed Alan, donc le prisonnier palestinien gréviste de la faim, doit être transféré puisqu'il est actuellement hospitalisé à Beersheva, eh bien, les médecins de cet hôpital ont demandé à leur directeur de ne pas admettre dans ses services ce prisonnier palestinien parce que tout simplement les médecins ne veulent pas alimenter de force ce prisonnier palestinien. Ils estiment tout simplement que l'alimentation forcée est contraire aux conventions internationales, que ça revient tout simplement à de la torture et donc ils ne veulent pas alimenter de force ce prisonnier palestinien. Alors un compromis va semble-t-il être trouvé avec les services pénitentiaires puisqu'une cellule médicalisée devrait être mise en place à l'hôpital Barzilai donc d'Ashkelon pour pouvoir alimenter de force ce prisonnier palestinien. Merci beaucoup Cyril Amar. En Israël, toujours un Suédois a été inculpé pour espionnage au profit du groupe chiite, le Hezbollah. L'homme d'origine libano-palestinienne a été reconnu coupable de transfert d'informations et de contact avec un agent étranger. C'est lors d'une visite de famille au Liban en 2009 que l'agent a été recruté. Maxime Pérez nous en dit plus.
Il a été présenté au juge ce dimanche. Une comparution très brève pour Hassan Khizran, arrêté le 21 juillet dernier à sa descente d'avion à l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv. Ce Palestinien de 55 ans, natif du Liban mais ressortissant suédois, est accusé de s'être livré à des activités d'espionnage pour le compte du Hezbollah. Son premier contact avec l'organisation chiite libanaise remonterait à 2009. À cette date, il aurait reçu la somme de 2300 $. Sa mission, recruter des Arabes israéliens qui ensuite devaient être utilisés pour documenter les grands points de rassemblement des forces armées israéliennes. Des allégations que dément l'avocate de Hassan Khizran. Il s'est rendu à plusieurs reprises en Israël mais a refusé de coopérer avec le Hezbollah. Il leur a même annoncé qu'il ne souhaitait pas mettre en danger ses proches qui vivent en Israël. L'acte d'accusation est somme toute assez mesuré. Mon client comparait pour avoir parlé et rencontré des membres du Hezbollah, ce qui est quelque chose de difficile à éviter quand on est libanais. Il n'empêche, Hassan Khizran serait tout de même passé aux aveux. Il aurait fourni aux enquêteurs du Shabak des informations sur une organisation suédoise baptisée la Maison libanaise. Cette dernière opérerait depuis la ville de Malmö et abriterait dans ses rangs des militants chiites, partisans du Hezbollah. Omar Homsen, ce nom ne vous dit peut-être rien, pourtant il s'agit de celui qu'on appelait l'émir recruteur des djihadistes francophones en Syrie. Il est mort dans la nuit de vendredi à samedi, c'est ce qu'on apprend ce matin. Omar Diaby, donc de son vrai nom, avait réussi à convaincre des centaines de Français, Maurice, à rejoindre les rangs de l'État islamique en Syrie. Effectivement, Éléonore, Omar Homsen a été blessé dans la nuit de vendredi à samedi, vous l'avez dit, lors d'un repérage face aux troupes de Bachar al-Assad. Il est mort par la suite de ses blessures. Sa mort a été annoncée par des journalistes spécialisés dans le djihadisme et selon le quotidien La Provence, le décès a même été confirmé sur Facebook par un proche de la famille, mais des informations à prendre encore avec des pincettes. Alors, de son vrai nom, Omar Diaby était considéré comme l'un des principales figures du djihadisme français. Il était notamment le chef d'une Katiba, un bataillon composé d'une centaine de jeunes Français, principalement des Niçois, établis à quelques kilomètres de la frontière turco-syrienne. Alors il était originaire du Sénégal, Omar Diaby a grandi avec sa famille à Nice et dans les années 90, il flirte avec le banditisme et est brièvement incarcéré pour tentative de meurtre et quelques braquages. Au sortir de prison, comme beaucoup de détenus, il prêche dans les cités niçoises sous le nom de Frère Oman et surtout se lance dans la production et la diffusion de vidéos djihadistes, des messages anti-occidentaux conçus sur le style hollywoodien avec de la musique et des images qui finalement marquent la jeunesse. On sait que sur son compte YouTube, il a eu à peu près 800 000 visionnages, ce qui est énorme. Alors en 2013, Omar Diaby quitte la France et Nice pour rejoindre les forces d'Al-Qaïda en Syrie, mais il fustige dans ses vidéos l'influence de l'État islamique qui, selon lui, recrute des jeunes sans aucune formation religieuse sérieuse. Donc il y avait un extrémisme extrême chez Omar Diaby qui finalement avait rejoint les rangs d'Al-Qaïda parce qu'il considérait que le djihadisme de l'État islamique n'était pas suffisant. Cela dit, l'État islamique a repris sa technique de vidéo qui a fait un succès, on le connaît. Merci beaucoup Maurice Fervent. Du sport à présent avec le football qui a repris ses droits ce week-end avec l'ouverture du championnat de la Ligue 1 et puis ce coup de théâtre, Marcelo Bielsa claque la porte de l'OM quelques minutes après la défaite de son équipe face à Caen. L'entraîneur argentin en poste depuis l'été 2014 évoque un désaccord d'ordre privé avec la direction du club olympien. Solal Azeroual. Coup de théâtre à Marseille, El Loco démissionne. Première journée de Ligue 1 et première défaite à domicile pour l'Olympique de Marseille. Mais le pire reste à venir. Son entraîneur vedette, Marcelo Bielsa, annonce sa démission. En poste depuis un an, l'Argentin reproche à sa direction d'avoir voulu changer les termes de son contrat, qu'il était pourtant prêt à prolonger jusqu'en 2017. À l'issue de la défaite 1-0 face à Caen, l'entraîneur se rend à la conférence de presse, répond aux journalistes et surprend l'assistance. Je viens de démissionner de mon poste d'entraîneur à l'Olympique de Marseille. Comme vous le savez, j'ai refusé plusieurs offres importantes parce que je voulais rester à Marseille. Je ne le regrette pas, car j'étais très attiré par ce projet. Aujourd'hui, ma position est de ne pas continuer à travailler avec vous. Elle est définitive. Le travail en commun exige un minimum de confiance que nous n'avons plus. La cité phocéenne est abasourdie.
Véritable icône, El Loco était connu pour travailler plus de 15 heures par jour. Mais selon ses dires, il ne pouvait pas accepter les conditions d'instabilité. Désaccord ou mésentente avec la direction, c'est un véritable coup de massue pour ses joueurs, son public et pour le président du club marseillais. Je suis évidemment, comme tous les supporters de l'OM, abasourdi par la décision brutale de Marcelo Bielsa. Obstiné et imprévisible, El Loco aura définitivement laissé une trace indélébile sur la canebière. Alors Rudy, la valse des entraîneurs, c'est quelque chose de plutôt banal dans le monde du foot. Pourquoi la démission de Marcelo Bielsa a provoqué un tel séisme? Eh bien, tout simplement parce que toute la saison de l'OM ne tenait que sur les épaules de Marcelo Bielsa. Alors on le sait, hein, le club n'a pas les moyens financiers de rivaliser avec son ennemi héréditaire, n'a plus les moyens. Le PSG qui a ses millions de dollars venus du Qatar. De plus, la non-qualification en Ligue des Champions représente une perte financière de plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc dans ce contexte, la direction du club a fait un pari, celui de conserver son entraîneur star ultra populaire, quitte à perdre tous ses meilleurs joueurs. Gignac, Payet, Ayou et d'autres ont été cédés ou vendus par l'OM, et donc on a fait le pari de la jeunesse et du low cost, sauf que le low cost, c'est pas du tout un mot qui plaît habituellement aux supporters marseillais, mais là, le charisme, la manière de jouer et l'état d'esprit de Marcelo Bielsa a fait taire les supporters les plus exigeants. En clair, la priorité de l'OM cette saison, cette stratégie, c'était de garder Bielsa et de lui donner pleinement les commandes. Il voulait une équipe jeune, avec plein de joueurs qui ont des choses à prouver et qui jouent bien sans avoir réellement de stars. Donc les supporters finalement s'étaient fait à cette idée de ne plus avoir de stars à l'OM, mais d'avoir une équipe qui va prendre le temps de grandir, et l'OM n'est pas un club comme un autre, va très vite, il y a de la passion. En témoigne ce cri du cœur de René Malville, c'est un des supporters, on va dire historiques, hein, de la canebière, de l'Olympique de Marseille, et il est vraiment pas content. Bielsa, je t'ai adoré, je t'ai idolâtré. Mais là, tu m'as trahi. Et comme me disent pas, c'est la faute de la blonde, de la brune, de ci, de là, je m'en bats les c***. C'est la faute de tout le monde. Et j'espère que la brune va venir m'expliquer ce qui s'est passé. Sinon, moi, je vous le dis, je suis un mec calme, mais je donne pas cher du portail de la commanderie quand certains apaches vont se réveiller, là. Alors Cyril, en tant que Marseillais vous-même, est-ce que vous vous reconnaissez dans les propos de René? Mais surtout dans la coupe. Surtout dans la coupe de cheveux à la Waddle, à la Chris Waddle. Voilà, René Malville est resté en fait à la mode Chris Waddle, l'attaquant historique et légendaire de l'Olympique de Marseille. Donc j'adore la petite boucle d'oreille, le cri du cœur, c'est Marseille, c'est la passion, quoi. Voilà, c'est l'ultra, c'est l'ultra. Il dit dans cette vidéo qu'on insulte tous les Marseillais, tout le peuple de Marseille, pas forcément les gens de l'OM, ceux qui aiment l'OM, mais tous les Marseillais sont ridiculisés par cette affaire. Alors des rumeurs circulent déjà sur un potentiel successeur, hein, Marcelo. Là, pendant 48 heures, ça va être la valse des rumeurs. Alors pour l'instant, clairement, c'est son adjoint Franck Passy qui a été nommé. Alors il connaît bien le club pour avoir été l'adjoint des 3 derniers entraîneurs de l'OM. On parle Donc, il a même été au centre de formation. Et il a même été au centre de formation, donc il connaît très bien le club. Donc pour l'instant, c'est lui qui va garder l'intérim. Alors au niveau du remplaçant, on parle surtout d'entraîneurs français libres de tout contrat. Il y en a deux, René Girard d'un côté et le Corse Frédéric Antonetti de l'autre. On parle aussi de Jürgen Klopp qui était au Bayern de Munich. Donc ce sont les trois noms qui circulent sur la canebière. Les entraîneurs allemands qui réussissent bien généralement à l'Olympique de Marseille. Absolument, c'est vrai. Et c'est vrai. En tout cas, voilà, comme je vous le disais, sachant que toute la saison marseillaise reposait sur les épaules de Bielsa, le futur entraîneur aura deux choix, soit recoller les morceaux, soit faire des miracles. Merci beaucoup Rudy Salada, merci Cyril Amar d'avoir été avec nous. Restez avec nous, dans un instant on parlera du nouveau film réalisé par Angelina Jolie avec son mari, un couple sulfureux, on en reparle juste après le journal. Lundi 10 août 2015, dernière partie du Morning. Vous le savez, le roi d'Arabie Saoudite a quitté en France la Côte d'Azur la semaine dernière, mais Sa Majesté n'aura bientôt même plus besoin de voyager si loin, puisqu'il émerge dernièrement dans son pays une nouvelle scène d'art contemporain, Jeddah, la nouvelle plateforme arty d'Arabie Saoudite. Récit de Roger Fima. Ahmad fait partie de la nouvelle vague des artistes saoudiens.
Formé aux États-Unis, il a installé son studio à Jeddah, dans un pays ultra-conservateur où la liberté artistique est encore balbutiante. En Arabie Saoudite, il est interdit de représenter les êtres humains ou les animaux, en accord avec l'interprétation rigoriste de l'islam en vigueur dans le royaume. Mais à Jeddah, traditionnellement moins conservatrice que la capitale Riyad, une dizaine de galeries d'art ont ouvert leurs portes, à l'image de la galerie Asr, qui expose artistes saoudiens et arabes. Il n'y a pas d'endroit dans le monde où les gens peuvent exprimer leurs avis de manière totalement libre. En Arabie Saoudite, il y a des lignes religieuses et sociales que l'artiste doit respecter et travailler avec elles. Imprégnés par l'art islamique, les nouveaux artistes saoudiens se tournent de plus en plus vers l'art moderne. Pour le propriétaire de la galerie Art Hub à Abu Dhabi et aux Émirats, ces artistes sont de plus en plus prisés à l'international. J'ai travaillé avec beaucoup d'artistes à Jeddah. Ils sont très demandés. Beaucoup de collectionneurs apprécient l'art saoudien et il y a de plus en plus de galeries intéressées, ce qui est bon signe. Mais beaucoup reste à faire et les artistes déplorent un manque de soutien. Nous avons besoin de beaucoup de choses, des universités, des opportunités pour les artistes. On ne peut pas prolonger l'histoire de l'art sans des expositions, des musées, des galeries. Dans le royaume, les artistes tentent de rester malgré tout à l'écart de la politique pour donner une image différente et moins conservatrice de la société saoudienne. Allez, on ouvre une page cinéma avec Angelina Jolie et Brad Pitt qui se retrouvent à l'écran dans un couple qui se déchire. Un nouveau long métrage réalisé par l'actrice elle-même, actrice et réalisatrice Laetitia, Angelina Jolie. Tout à fait, ils sont beaux, ils sont ensemble depuis des années maintenant, on les suit partout. Bien voilà qu'ils sont dans la souffrance avec beaucoup de larmes au menu. Angelina Jolie et Brad Pitt sont réunis dans un film qui s'appelle donc By the Sea. Ils se dévoilent ce film dans une première bande-annonce mélancolique mise en ligne. Le film devrait sortir en France sous le nom de Vue sur mer au mois de décembre. Regardez ce que ça donne. It's the perfect way to end a perfect day. Are we ever going to talk about it? Nessa? Do you hate me? You know my reason. You want to hurt me? You're nothing. Hurt me? Come on! Just stop! It's the perfect day. Ça n'a pas dû être facile de diriger son mari sur le set. Alors, c'est son 3e long métrage en tant que réalisatrice. C'est la première fois qu'elle dirige Brad Pitt dans un film. Visiblement, elle a quand même décidé de faire découvrir un couple bien différent de celui que l'on pouvait admirer déjà il y a 10 ans dans Mr. et Mrs. Smith. C'était le premier, jeunes, quand même, hein. le premier film qui les avait réunis, où il y avait une image là de couple parfait, bon, plutôt explosive, hein, on peut quand même l'ajouter. Et ils ont apparemment tout perdu pour devenir ce couple qui se déchire. Alors le pitch de By the Sea nous fait voyager dans les années 1970 où Vanessa, qui est donc interprétée par Angelina Jolie, est ancienne danseuse et son époux Roland, Brad Pitt, est écrivain, visiblement assez violent. Ils s'installent dans une station balnéaire française, tranquille. Le couple essaie alors au contact des villageois, interprétés notamment par Mélanie Laurent, Richard Boringer ou encore votre petit chouchou Nils
police Arestrup de résoudre leurs problèmes. Elle n'en est pas à son premier coup d'essai. Donc Angelina Jolie, elle avait déjà réalisé Au pays du sang et du miel, qui n'avait pas forcément séduit la critique, puis Invincible, qui était un très très bon film, mais qui n'avait pas non plus eu le succès critique désiré. Pour filmer ce By the Sea, elle est partie l'été dernier à Malte pour imiter la Provence française, où Brad Pitt l'avait rejointe, à la fois pour le tournage et pour leur lune de miel, puisqu'ils s'étaient mariés juste quelques jours auparavant. Maddox, l'aîné de leurs 6 enfants, s'y était également rendu pour officier en tant qu'assistant de production. Voilà, c'est un film familial. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la sortie de By the Sea est prévue 12 novembre aux États-Unis, si vous nous regardez depuis les États-Unis, ou le 9 décembre sur les écrans français. Voilà. Merci beaucoup Laetitia Loreni. Vous vous souvenez peut-être du Piano Project, des pianos installés en pleine rue, disponibles pour tous. Eh bien, il y a maintenant la Fiat des petits. Voici le Typewriter Project. En quoi ça consiste? Sandy Fortis vous l'explique. Une cabane en bois en plein espace vert, munie d'une machine à écrire. On pourrait croire au repère caché d'un écrivain, et pourtant, ce petit cabanon est situé en plein Manhattan, dans le Tompkins Park de l'East Village. Objectif, inviter les New-Yorkais à s'exprimer à l'ancienne en tapant leurs sentiments sur une machine à écrire. Tout le monde peut s'y installer et vivre l'expérience tactile de l'écriture. C'est très important de connaître ça. Et puis la plupart des enfants n'ont même jamais vu de machine à écrire. Inspiré par le Piano Project, des pianos installés aux 4 coins du monde invitant les passants à en jouer, la Poetry Society a décidé de lancer le Typewriter Project pour que tout le monde puisse faire entendre sa voix, même si ce qu'on a à dire ne sort pas de l'ordinaire. Je ne savais pas trop quoi écrire, alors j'ai décidé de venir réécrire des textes qui existent déjà. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'écrire quelque chose d'original pour que ça ait un sens. À leur disposition, donc une machine à écrire et un rouleau de papier de plus de 30 mètres de long pour laisser libre cours à l'imagination de chacun. C'est une très jolie façon de se connecter avec son écriture parce qu'on sent vraiment les touches quand on tape dessus. On doit faire un effort pour que ça fonctionne, ce n'est pas comme taper sur un ordinateur. Et puis c'est agréable de voir le produit fini instantanément devant nous. Un petit retour dans le temps avec toutefois un brin de technologie, une clé USB capable de mémoriser tous les écrits soigneusement tapés, des écrits qui seront ensuite postés en ligne. Une expérience d'1 mois pour les New-Yorkais que la Poetry Society aimerait faire découvrir à d'autres passants dans d'autres endroits. Jamais un Disney n'avait autant cartonné, jamais un film n'avait non seulement envahi la vie des enfants et connu autant d'adaptations en tout genre. Frozen ou La Reine des Neiges en version française, Betsabé, est-il un phénomène de société? Écoutez, la popularité de La Reine des Neiges est indiscutable et le phénomène est d'autant plus frappant que le film est sorti il y a 2 ans, et oui, pour preuve, alors il y a bien sûr ces multiples objets dérivés qui n'en finissent pas. Vous avez bien sûr toutes les petites filles qui ont les robes, la Reine des Neiges, voilà, un exemple frappant. Éléonore, vous avez une petite robe, la Reine des Neiges? Non, pas encore. Alors vous avez les robes, vous avez aussi, même, regardez, vous avez les saucisses, la Reine des Neiges au Japon, et oui, alors chaque saucisse est tamponnée d'une petite héroïne, voilà, exactement, ou de la modernité. Et puis pas seulement comme produit dérivé, vous avez les prénoms. En fait, le prénom Elsa a explosé en 2014 aux États-Unis avec plus d'1 millier de petites filles ainsi baptisées. C'est la première fois que son prénom est populaire aux États-Unis. C'est ce qu'écrit le New York Times, le quotidien américain, qui souligne que ce n'est pas la véritable héroïne du film, Anna qui n'a pas connu le même essor. Alors, Elsa, Anna, est-ce que vous êtes perdus? Vous avez oublié l'histoire ou vous faites partie des quelques extravagants qui n'ont pas vu le film? Voilà de quoi vous rafraîchir la mémoire. C'était l'été au royaume d'Arendelle. Un été radieux, chaud et ensoleillé. Mais cela devait changer pour l'éternité. Arendelle. Le pays est sous la neige. J'ai froid, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. C'est dur une tempête en juillet, hein? Nos terres sont recouvertes de neige éternelle. Je ne crois pas. Si nous ne faisons rien, nous allons tous mourir de froid.
Vous n'êtes pas la seule à avoir un problème, je vends des glaçons. Le commerce doit pas être très florissant par les temps qui courent parce que faut avouer que c'est pas de chance. Majesté. C'est un peu bizarre. Et pas que vous soyez bizarre, non, c'est la situation qui est bizarre. Vous êtes... Voilà, Alors, pour des problèmes de timing, on n'a pas mis la chanson, mais vous avez quelques notes. Je ne m'attendais qu'à ça. Vous voulez nous faire un petit... Mais je la connais qu'en anglais. Un petit acapella. Let it go. C'est tout? Bon, on a compris le principe. C'est déjà bien. Hein. Alors, à noter que les personnages masculins du dessin animé ont eux aussi surfé sur la tendance avec des bébés Olaf, comme le bonhomme de neige. Alors moi, personnellement, j'aurais appelé comme ça plutôt mon hamster, mais chacun ses goûts. Alors d'ailleurs, La Reine des Neiges, ça ne plaît pas qu'aux filles. Ça n'est pas qu'un film de princesse. Fini le prince charmant. Et oui, même si son reine est très attachant, et bien Christophe, qui est le personnage principal, c'est plutôt un mec un peu paumé, en fait, mal coiffé. Bref, pas vraiment le gendre idéal. Et bien pourtant, ça plaît aux garçons. C'est sans doute ça qui plaît. Ça casse l'image du prince charmant. Eh bah oui. Et l'effet Reine des Neiges ne sait pas faire sentir que chez les tout petits. Hein, exactement. Les JO d'hiver de Pékin sont soupçonnés carrément d'avoir plagié, et oui, la chanson de Disney. Vous allez entendre tout de suite la musique, une des musiques qu'ils ont préparées en Chine. Voici The Snow and Ice Dance, c'est la danse de la neige et de la glace, soit la version pékinoise qui était bien vite retirée des sites internet, mais que j'ai rattrapée à temps. Je vous laisse juger de la ressemblance. Quelques notes. 暮雪在下，穿着内外大河山，一幅画，盛装待发，约定天地之大。 Avec les notes de... La ressemblance évidente avec les notes que Laetitia nous a chantées. Exactement. Alors, La Reine des Neiges, dont les personnages aussi n'ont pas fini d'inspirer comme les émoticônes. Regardez, il y a carrément un film qui a été fait en émoticône qui raconte La Reine des Neiges, donc façon 2.0, où vous avez aussi en autre inspiration cette cover de Thriller de Michael Jackson. Regardez, c'est plutôt intéressant aussi, version Michael Jackson façon Frozen. Ça serait quand même génial si toute la rédac aussi se mettait à faire Frozen version Thriller aujourd'hui. Ouais, vous pensez? C'est une bonne idée. Vous devriez prendre cette initiative. Thriller vu par iTunes for News. Est-ce que vous comprenez ce phénomène? Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ce succès monstrueux? Alors apparemment, il y a la relation entre les deux sœurs qui touche énormément les enfants. C'est vrai que j'ai entendu, les deux sœurs qui, en dépit de tout, restent s'aiment et sont prêtes à perdre leur vie l'une pour l'autre. C'est finalement plus une histoire familiale, une histoire entre deux sœurs qu'une histoire d'amour. C'est une histoire entre deux sœurs. L'histoire d'amour, elle est très moderne. Et puis il y a la neige. La neige, c'est un peu comme Noël. Ça fait rêver les enfants. C'est blanc, c'est beau. L'esthétique joue énormément. Et c'est vrai que ce château de glace, ce palace de glace est absolument sublime. Donc ça plaît aussi aux filles. Et puis évidemment, toutes les scènes drôles de Disney. Voilà, ça attire les filles, les garçons. Moi, j'ai beaucoup aimé personnellement même, de mon grand âge. Merci beaucoup, Betsabé Salem. De la Reine des Neiges à une découverte archéologique, puisque des chercheurs israéliens ont découvert des fortifications à l'entrée de la ville biblique de Gath, du royaume des Philistins, ville qui était autrefois la maison du géant Goliath. Reportage Uri Shapira et Julia Ganancia. L'histoire est écrite par les vainqueurs, disait Walter Benjamin. Mais quand il s'agit de l'époque biblique, le vainqueur est difficile à identifier. Une découverte archéologique à Tel Safi, dans le sud d'Israël, a révélé de nouveaux détails intéressants quant à l'équilibre des forces entre les Israélites et les Philistins pendant l'âge de bronze. Gath était grand, prospère et puissant. De ce fait, les possibilités pour le royaume de Judée de se développer et s'étendre étaient limitées. Nous doutons du fait que le royaume de Judée ait pu vraiment inclure la Palestine. Les fouilles dirigées par le professeur Aren Meir et faites par des archéologues et des volontaires ont révélé la puissance des fortifications entourant la ville philistine de Gath. D'après le professeur Meir, l'histoire biblique ne correspond pas toujours à la réalité archéologique. On s'imagine que les Philistins étaient des barbares et qu'ils étaient les ennemis des Israélites. La culture philistine était dynamique, internationale et très avancée. Le professeur Meir et son équipe sont impatients de continuer leurs fouilles et de découvrir la vérité sur cette époque. Mais ils espèrent ne pas trop avoir à entrer dans des débats sur les contradictions entre archéologie et tradition.
Il est vrai que ces découvertes changent la perspective que nous avions de l'histoire biblique, mais comme le dit la Bible, ne le dites pas dans Gath, ne l'annoncez pas dans les rues d'Ashkelon. Voilà, sur ce plateau, on est resté sur la Reine des Neiges avec des chansons, vous avez pu les entendre en fond sonore. Merci beaucoup, Betsabe Salam et Laetitia Lorelli. Comme ça, ils vont les avoir toutes nos téléspectateurs non, c'est toute la journée. Deux phrases, pas plus. C'est libéré, délivré ou let it go, voilà. À suivre donc. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, même heure, même endroit pour un tout nouveau morning. Excellente journée à tous.